Bonjour Michel Demact. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être notre invité, député fédéral pour le mouvement réformateur. Il n'y aura donc a priori pas de vote de défiance aujourd'hui contre Adjel Habib. Est-ce que ça veut dire que la majorité est ressoudée ? Mais en tout cas, ça veut dire que la majorité se reparle dans des conditions et dans des termes beaucoup plus agréables que ceux qu'on a pu entendre les semaines écoulées. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment des dossiers pour lesquels cette majorité Vivaldi doit avancer. Vous savez qu'il y a des discussions avec Engie, avec Engie, on vient d'avoir un accord. Ça a été annoncé il y a quelques minutes. Avec un accord, et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est peut-être le premier pas d'autres nouvelles, et je l'espère. Il y a la réforme fiscale, il y a la réforme des pensions, et donc je pense que vraiment les gens attendent du politique qu'il s'attaque aux réels, véritables problèmes, et notamment le pouvoir d'achat dont souffre la population. Il y a quand même eu des mots très durs qui ont été prononcés, et des parlementaires de la majorité qui ont accusé la ministre des Affaires étrangères d'avoir menti, de les avoir, je vais schématiser, employer un terme un peu vulgaire, mais de les avoir un petit peu embrouillés sur la délivrance de ces visas à une délégation iranienne. Est-ce que cette majorité, elle fonctionne encore ? Vous venez de nous dire, ça a été un petit peu tendu ces derniers jours. C'est un euphémisme. Est-ce qu'on peut réellement passer outre cette tension ? Il y a toujours, à ce stade, des députés de la majorité, notamment le chef de groupe du PS, qui demande la démission d'Adjel Habib. Alors je pense sincèrement qu'il faut tourner la page, comme le Premier ministre Alexandre De Croo l'a suggéré. Il faut tourner cette page, et finalement, c'est une séquence malheureuse. Soyons honnêtes, c'est une séquence malheureuse, mais il faut maintenant en sortir la tête haute et par le haut. Donc, la ministre est venue s'expliquer en commission. Je peux vous dire que pour avoir analysé le dossier, il n'y a pas eu de mensonge. C'est-à-dire, un mensonge, c'est quoi ? Il faut quand même le rappeler, c'est dire quelque chose qui est contraire à la vérité de manière consciente, de manière volontaire. Il n'y a pas eu de mensonge de la ministre dans ce dossier, et je pense qu'elle est venue en commission en expliquant que nous allions s'atteler à une réforme du système de délivrance des visas pour que ce soit plus fluide entre les différents niveaux de pouvoir, parce que vous savez que ça concerne plusieurs niveaux de pouvoir, et qu'elle associera le Parlement à ce travail. Je pense que ça, c'est la bonne dynamique. Jusqu'à présent, c'était quand même le fédéral qui était responsable pour la délivrance des visas. Vous dites qu'il n'y a pas eu de mensonge, bien entendu, vous avez raison, c'est le fédéral qui est responsable, mais n'oubliez pas que l'invitation émanait de la région bruxelloise et que c'est tout cela qui a biaisé le dossier dès la base. Elle n'a vraiment rien à se reprocher à Adjel Habib, notamment quand elle a évoqué le rôle de l'OCAM, l'Office central d'analyse de la menace, en disant qu'elle les avait consultés. Finalement, on se rend compte que la consultation arrive après la délivrance des visas. Il y a eu des imprécisions, il y a eu des erreurs de communication. Elle a fait amende honorable, elle a présenté ses excuses pour cela. Je pense que cela, il faut l'entendre aussi. Et d'ailleurs, ces excuses qui étaient demandées par la frange gauche de la majorité, Vivaldi. Et donc, je pense qu'une fois qu'elle les a faites comme on le lui demandait, il faut être aussi de bon compte et pas dire, comme je l'ai entendu en commission, vous savez, vos excuses, entre guillemets, on s'en fout, on n'est pas dans un confessionnel. C'est un peu dur. Je pense qu'il faut garder raison. Moi, je dis toujours qu'en politique, et d'ailleurs dans la vie en général, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ici, on voit quoi ? On voit que ce problème spécifique est né de la lasagne institutionnelle belge, qui est extrêmement compliquée. Il faut essayer de l'assainir, cette lasagne. Je pense que ça fera partie des grands enjeux de réforme de l'État dans le futur. Et puis, en termes de crédibilité. Moi, je veux dire que Adjel Habib, dans cette crise, a gagné en crédibilité. La Belgique, la diplomatie belge a gagné en crédibilité. Pourquoi ? Je vous rappelle quand même qu'on a fait libérer 4 otages des geôles iraniennes. On a sauvé 4 vies. Il y en a d'autres à sauver, comme le professeur Djalali, 20 autres occidentaux. C'est ça, le but. Donc, on garde des canaux ouverts pour cette raison précise-là, et pas par caprice ou par plaisir, certainement pas. S'il y avait eu le vote d'une motion de défiance cet après-midi, ça aurait vraiment été la fin de la majorité Vivaldi ? Écoutez, ça dépend du vote, comme vous le savez, ça dépend du vote. Mais c'était évidemment un risque avéré, et je pense que quand on a des priorités, comme je l'ai dit, qui sont des priorités fondamentales pour la population, vous savez, quand je parle aux gens dans la rue, l'affaire des visas iraniens, ça ne les intéresse que très peu, finalement. Et donc, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'attelle à des véritables problèmes, le pouvoir d'achat, la fiscalité, les pensions bien entendu, l'énergie, ça ce sont des problèmes importants. Alors, réforme fiscale, théoriquement on en reparle ce week-end au Conseil des ministres restreint. Vous pensez qu'un accord est possible, ou est-ce que le mouvement réformateur est toujours sur sa ligne on doit à tout prix avoir aussi une réforme du chômage de manière à équilibrer les comptes et à financer la réforme fiscale? Mais je pense que c'est fondamental en réalité, parce que ou sinon, si vous ne réformez pas le marché du travail à un moment donné, c'est le système dans son amplitude, dans son intégralité qui est en danger. Vous savez que certains de vos partenaires, notamment PS et Écolo, ne sont pas d'accord avec l'idée d'associer une réforme, notamment des allocations de chômage, avec la réforme fiscale. Eh bien écoutez, à la table, il y a des équilibres, comme vous le savez. Il y a les libéraux flamands, les libéraux francophones, il y a bien entendu les partis de gauche, et l'idée est de trouver un équilibre, et là je fais confiance au chef de l'équipe, au Premier ministre, pour essayer de trouver cet équilibre. Justement, Alexandre De Croo, il pourrait être à la fois Premier ministre, donc arbitre, chef d'équipe, et président de parti, c'est-à-dire un joueur comme d'autres sur le terrain.
D'abord, je profite de l'occasion, puisque vous me parlez de cette thématique, de saluer Egbert Lackaert, avec qui j'avais d'excellents rapports. Qui a donc annoncé hier qu'il allait quitter son poste de président de l'Open VLD, le Parti libéral flamand. Je pense que Egbert l'a bien expliqué. Il y a finalement une difficulté pour lui d'incarner une ligne sur laquelle il n'a pas été élu à la tête de l'Open VLD. Et donc, je voudrais saluer son travail, parce que je pense qu'on a pu resserrer avec Egbert Lackaert, avec Georges-Louis Boucher, des liens entre les deux familles libérales, et c'était important. C'est pas porteur dans les sondages pour l'Open VLD, en tout cas. C'est d'ailleurs une des raisons, j'imagine, pour laquelle il en tire les conclusions et les conséquences. Mais donc, Alexander De Croo, il pourrait être à la fois président de l'Open VLD et Premier ministre. Vous savez, c'est pas à moi de dire ce que Alexander De Croo doit faire. J'ai vu qu'il se proposait en tout cas de faire l'intérim jusqu'au moment où les libéraux flamands, le VLD, se trouvera un nouveau président au mois de septembre, j'imagine, je le suppose. Et voilà. Est-ce qu'il doit cumuler? D'autres premiers ministres l'ont fait. Est-ce qu'il doit le faire? La situation n'est évidemment pas la même, et la majorité n'est évidemment pas la même. Elle est beaucoup plus hétéroclite aujourd'hui, donc il a un travail beaucoup plus important en tant que Premier ministre. Mais je lui laisse évidemment la responsabilité de ses choix. Alors on va revenir aux relations internationales, si vous voulez bien, Michel Demac. Il y a une situation très confuse en Ukraine. Est-ce que c'est le moment où la Belgique et l'Union européenne, de manière générale, voire les Occidentaux, doivent se dire justement, on doit profiter de l'occasion, on doit aider un petit peu plus les Ukrainiens, ils doivent se lancer dans une contre-offensive, il y a un coup, entre guillemets, militaire à jouer, ou est-ce qu'on doit se dire maintenant, ouf, on doit vraiment se méfier du risque d'ingérence après la mutinerie avortée du groupe Wagner? On voit que les choses sont extrêmement sensibles et volatiles, il faut être plus prudent. Vous seriez sur quelle ligne? Écoutez, moi je pense qu'il faut évidemment aider l'Ukraine à reconquérir son territoire. L'Ukraine a été attaquée dans son intégrité, dans sa souveraineté, et donc c'est évident que pour respecter le droit international et les lois internationales, il faut aider les Ukrainiens. Donc on continue à fournir du matériel? Oui, je pense qu'il faut fournir des armes, il faut fournir de la formation militaire, mais surtout il faut être attentif à ce qui se passe en Russie, parce que ça vous aura pas échappé que le clivage et l'affrontement entre les Russes, donc les Russes de Wagner, qui est un groupe paramilitaire extrêmement préoccupant, qui est coupable d'exactions graves en Afrique notamment, au Mali, mais dans beaucoup d'autres pays. Ce sont vraiment des gens peu recommandables, et l'armée russe, c'est finalement la preuve de quoi? D'une grande défaillance de l'État russe. Et donc là aussi, il y a des enjeux qui se jouent et dont il faut être attentif. Est-ce qu'on doit craindre une prise en tenaille des Ukrainiens avec des forces russes officielles positionnées sur le flanc sud et est, et un groupe Wagner qui pourrait se reconstituer en Biélorussie, c'est-à-dire sur le front nord de l'Ukraine? C'est un scénario possible? C'est un scénario auquel, en tout cas, il faut être attentif, parce qu'en effet, comme je vous le disais, le groupe Wagner est un groupe extrêmement préoccupant qui crée le chaos dans beaucoup de pays où il passe. C'est encore le cas maintenant. Et donc il faudra y être attentif. Alors on sait que vous avez une fibre environnementale, Michel Demac. Vous avez écrit sur la question, que vous avez notamment fait un voyage en ULM sur cette question-là, la défense du climat, de l'environnement, que la Belgique n'arrive pas à se mettre d'accord sur son plan national climat. Ça vous inquiète ou pas? Écoutez, c'est regrettable. Franchement, c'est regrettable parce que la cause climatique le nécessite. Mais je voudrais quand même dire une nouvelle fois que qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lasagne institutionnelle belge complique essentiellement les choses, vraiment, à l'essence des choses. Vous savez, le plan national énergie-climat, il porte extrêmement mal son nom, puisqu'en fait ce n'est pas un plan national, c'est l'addition de 4 plans différents, le fédéral et les plans régionaux. On a un objectif de 47% de réduction de nos gaz à effet de serre qui nous est assigné par l'Union européenne. La Flandre dit que l'effort maximal auquel elle peut consentir, c'est 40%. C'est de la faute des Flamands si on n'y arrive pas ou pas? Alors j'ai entendu les déclarations d'Alain Marron, qui préside ce collège du plan national énergie-climat et qui rejette la faute sur la Flandre. La Flandre a tendance à parfois rejeter la faute sur le fédéral. Je pense que tout le monde se rejette la balle et tout le monde protège finalement, et c'est assez humain, ses propres intérêts. Il faut savoir que le tissu industriel de la Flandre ne correspond absolument pas au tissu industriel de Bruxelles ou de la Wallonie. Il est fondamentalement différent, il y a beaucoup plus d'industrie. Et quand vous dites qu'il faut baisser les émissions de 47% d'ici 2030, ça concerne quoi? Essentiellement le secteur du transport, du bâti et de l'agriculture. Et donc, je comprends que la Flandre soit plus réticente, mais il faudrait à un moment donné aussi, d'abord, ne pas être trop pessimiste. Le plan final, le PNEC final est attendu pour dans un an. Donc ici, c'est un projet. Donc il y a encore le temps de négocier. Il y a encore le temps de négocier, mais c'est en tout cas pas un bon signal qu'on envoie. Et donc il faudra bien entendu que tous les ministres de l'Environnement, 3 ministres écolos et un ministre NVA en Flandre, se mettent à table pour essayer de trouver le bon chemin. Et on peut faire entendre ce chemin-là, ou ce chemin de la réduction des gaz à effet de serre à la NVA?
Mais je pense... Dans un contexte électoral où on sait qu'on vote en juin? Oui, ça c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, le climat, ça concerne toutes les franges de la société, toute la population, ça concerne nos enfants, ça concerne notre futur, et donc il faudra qu'on trouve un équilibre. Ouais, et un jour, c'est le fédéral qui devra reprendre la main sur cette question climatique. Mais moi, je ne vais pas vous le cacher, je pense qu'il y a pas mal de matières qu'il faudra en tout cas soit refédéraliser, soit régionaliser, mais pour qu'il y ait plus de cohérence dans les matières. C'est le cas pour le climat, on a vu l'affaire des visas, mais c'est aussi le cas pour la santé, où la prévention de la santé se situe dans les régions et communautés. Par contre, le curatif se situe au fédéral. On a vu combien, durant la crise du Covid, c'était extrêmement compliqué. Donc, il faut évidemment revoir le système. Donc, ça veut dire une grosse réforme institutionnelle en 2024. Je pense qu'il faudra y passer. Merci Michel Demacte, député pour le mouvement réformateur. Merci d'avoir été dans ce studio ce matin. Juste après la pause publicitaire, ce sera votre choix musical. Ce sera Pierre Demar. Oui, Pierre Demar, qui vient de Wallin, mais qui est un jeune homme hyper talentueux. Alors pour ne rien vous cacher, il se fait que ma fille, une de mes filles, est amie de la sœur de Pierre Demar, et j'ai été le voir aux Francopholies de Spa l'an dernier. Je trouve qu'il a un talent fou, il a une énergie vitale, il a une inventivité, et je trouve il a gagné une des victoires de la musique en France aussi l'an dernier, il y a quelques mois. Et donc je pense qu'il faut soutenir nos artistes. C'est un artiste phare de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bravo Pierre, continue à nous faire rêver. Un jour je marierai un ange, c'est le titre qu'on va entendre dans 2 minutes. C'est Michel Demacte.